Je l'ai suppliée pendant 3 semaines. Puis elle a lâché la bombe. Mon ex le faisait mieux. Ce matin-là, j'ai pris mes papiers, laissé un mot et je suis parti. Le soir, il y avait 47 appels manqués. Demain, elle apprendra le reste. 3 semaines. C'est le temps que ma propre femme m'a ignoré. 3 semaines à la regarder faire défiler son téléphone pendant que j'essayais de lui montrer une quelconque affection. 3 semaines à être traité comme un colocataire qui aidait occasionnellement à payer les factures. Ça avait commencé subtilement. Une joue détournée quand je me penchais pour l'embrasser. Un roulement sur le côté quand je la cherchais dans le lit. Je suis fatigué était devenue sa phrase préférée, prononcée avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit une liste de courses. Mais ce n'était pas seulement la distance physique qui me rongeait. C'était le blocage émotionnel complet qui l'accompagnait. J'avais tout essayé. Lui apporter un café du service au volant en rentrant du bureau. Organiser un bon dîner dans ce restaurant italien du centre-ville qu'elle aimait tant. Lui suggérer même une escapade d'un week-end à la montagne. Chaque tentative recevait la même réponse tiède. C'est gentil. Oh, peut-être plus tard. Ou ma préférée. On verra. Le pire, c'est qu'elle ne me regardait même pas pendant ses rejets, gardant les yeux rivés sur son écran comme si j'étais une interruption ennuyeuse de son divertissement du soir. J'avais commencé à me demander si j'avais fait quelque chose de mal, dit quelque chose qui l'avait offensé. Mais chaque fois que je demandais, elle balayait la question d'un geste de la main, en disant « Il n'y a rien de mal. Je ne suis juste pas d'humeur. » Pendant 3 semaines d'affilée, allons. Mardi dernier, j'ai décidé d'aborder le problème de front. Nous étions assis sur le canapé après le dîner, et elle faisait sa routine habituelle de zombie sur son téléphone pendant qu'une série Netflix jouait en arrière-plan. J'ai éteint la télévision et me suis assis en face d'elle. Nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Que veux-tu dire? Tu sais exactement ce que je veux dire. Nous n'avons pas eu d'intimité depuis des semaines. Tu me reconnais à peine quand j'essaie de te montrer de l'affection. Nous vivons comme des étrangers. Finalement, elle a levé les yeux, mais avec une expression comme si j'exagérais. Les gens traversent des phases. C'est normal. 3 semaines, ce n'est pas une phase. C'est une habitude. Elle a posé son téléphone avec un soupir exagéré. D'accord. Que veux-tu que je dise? Que je devrais me forcer à être d'humeur juste parce que tu veux de l'attention? Je veux comprendre pourquoi ma femme me traite comme si j'étais invisible dans ma propre maison. C'est là que son expression a changé. Quelque chose de froid a traversé son visage et elle s'est levée du canapé. Tu veux connaître la vérité? Tu es si nécessiteux, toujours à vouloir quelque chose de moi. Mon ex ne m'a jamais fait sentir si peu apprécié. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon ex ne m'a jamais fait sentir si peu apprécié. Elle venait de comparer notre mariage à sa relation précédente, de me comparer au gars avec qui elle était avant moi, et apparemment, je n'étais pas à la hauteur. Je suis resté assis un moment, à traiter ce qu'elle venait de dire. Elle se tenait là, les bras croisés, comme si elle venait de livrer une vérité profonde au lieu d'une insulte dévastatrice. La femme que j'avais épousée, celle avec qui j'avais construit une vie, venait de me dire que son ex-petite amie était meilleure pour la faire se sentir appréciée que moi. Alors c'est ça l'explication, ai-je dit calmement. Quoi, tu me compares à lui? Elle a levé les yeux au ciel. Je ne compare personne. Je dis juste que certains hommes savent comment faire en sorte qu'une femme se sente valorisée sans être si exigeant. Exigeant. C'est ainsi qu'elle appelait le fait de vouloir une affection de base de la part de ma propre femme. Exigeant. Je me suis levé lentement, sentant quelque chose de fondamental changer en moi. Pas de la colère exactement, plutôt de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient quand quelqu'un vous montre exactement où vous vous situez dans ses priorités. Je ne vois pas pourquoi tu es si dramatique. Tu fais toute une histoire pour rien. Mais je ne faisais pas toute une histoire. Je comprenais enfin la situation réelle. Pendant 3 semaines, je m'étais demandé ce que j'avais fait de mal. Il s'est avéré que mon crime était d'exister dans le même espace que ces souvenirs de quelqu'un d'autre. Mon crime était de ne pas être à la hauteur d'une version idéalisée d'une relation qu'elle avait décidé être meilleure que la nôtre. Je suis monté à l'étage sans un mot de plus. Derrière moi, je l'ai entendu crier « Où vas-tu »
Nous n'avons pas fini de parler de ça. Mais nous avions fini. Nous avions fini au moment où elle a décidé que notre mariage valait moins que sa nostalgie pour quelqu'un qui n'était même plus dans sa vie. Je me suis assis sur le bord de notre lit, fixant le mur. Mon ex ne m'a jamais fait sentir si peu apprécié. La phrase tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Elle ne m'avait pas seulement rejeté. Elle m'avait classé et j'avais perdu contre un fantôme. Cette nuit-là, elle est venue se coucher comme si de rien n'était. Elle s'est brossé les dents, a fait sa routine de soins de la peau, s'est glissée sous les couvertures et a pris son téléphone. Les affaires reprenaient comme d'habitude pour elle. Mais quelque chose avait changé pour moi. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessé. J'avais fini de mendier des miettes d'attention de la part de quelqu'un qui pensait clairement que je ne les méritais pas. J'avais fini de rivaliser avec un souvenir. Allongé dans le noir, l'écoutant faire défiler les médias sociaux à côté de moi, j'ai pris une décision. Je n'allais plus plaider ma cause. Je n'allais plus essayer de la convaincre de ma valeur. Je n'allais plus demander ce qui aurait dû être donné librement. Au lieu de cela, j'allais lui donner exactement ce qu'elle semblait vouloir, de l'espace pour apprécier à quel point sa vie pouvait être peu exigeante sans moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis des semaines, je ne planifiais pas comment renouer avec elle. Je ne pensais pas à des gestes romantiques ou à des moyens d'entamer une conversation. Je pensais à la logistique. Elle était déjà en bas à préparer le café quand je suis descendu. D'habitude, j'essayais de l'attraper avant qu'elle ne parte au travail. Peut-être lui voler un baiser ou lui demander comment sa journée allait se passer. Pas aujourd'hui. J'ai versé mon propre café, pris une banane et me suis dirigé vers la porte. « Tu pars tôt ?» a-t-elle dit, sans vraiment me regarder. Oui. Je n'ai pas élaboré. Laissez planer le doute. Au travail, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé ma banque et ouvert un compte courant séparé. Rien de dramatique, juste transférer une partie de mon salaire sur un compte à mon nom uniquement. Puis j'ai fait une liste de tout ce qui était à moi, à nous, à elle. Il s'est avéré que j'avais été assez généreux au fil des ans. La plupart des objets de valeur étaient à mon nom. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était sur le canapé à sa place habituelle, téléphone à la main, une émission de télé-réalité en arrière-plan qu'elle ne regardait pas vraiment. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux. « Bien, c'est tout. Juste bien. » Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle au lieu de sur le canapé à côté d'elle. « Quoi d'autre voudrais-tu savoir ?» Elle m'a finalement regardé, confuse par mon ton. « Je ne sais pas. D'habitude, tu me parles de ton travail ou de ce qui s'est passé ou quelque chose comme ça. » Oh, vraiment? Je n'avais pas remarqué que tu écoutais. Ses sourcils se sont haussés. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste une observation. Pendant les jours suivants, j'ai continué ainsi, en prenant mes distances. J'ai arrêté d'initier des conversations sur notre relation. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée avec un réel intérêt, j'ai arrêté de suggérer des activités que nous pourrions faire ensemble. Quand elle faisait des commentaires passifs-agressifs sur mon comportement, je répondais avec le genre de politesse diplomatique que l'on utilise avec un collègue que l'on n'aime pas particulièrement. Je pouvais dire que ça la dérangeait clairement. « Tu es bizarre », a-t-elle annoncé pendant le dîner. « Bizarre comment ? » Je ne sais pas, différent, distant. J'ai levé les yeux de mon assiette. « Je te donne ce que tu as demandé. De l'espace pour te sentir moins sollicité. » Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que j'étais trop nécessiteux, alors je suis moins nécessiteux. Problème résolu. Elle a posé sa fourchette. Es-tu passif-agressif? Non, je suis réactif. Il y a une différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ça veut dire que je ne vais plus poursuivre quelqu'un qui ne veut clairement plus être poursuivi. Tu as été très clair sur le fait que mon attention te semble être une pression. Alors, considère la pression officiellement levée. Tu agis comme un enfant. En fait, j'agis comme un adulte qui a écouté ce que sa femme lui a dit et a ajusté son comportement en conséquence. Elle m'a fixé pendant un long moment. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de ton attention. J'ai dit que tu étais nécessiteux à ce sujet.
Non. Et apparemment, ton ex savait comment te donner de l'attention sans être nécessiteux. Donc, de toute évidence, mon approche était mauvaise. Son visage est devenu rouge. Tu ne vas jamais laisser tomber ça, n'est-ce pas? Laisser tomber quoi? Le fait que tu aies comparé notre mariage à ta relation précédente et que tu l'aies trouvé insuffisant. Pourquoi laisserais-je tomber ça? C'était très instructif. J'étais frustré. Les gens disent des choses quand ils sont frustrés. Bien sûr qu'ils le font. Ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Ce week-end-là, pendant qu'elle était sortie avec des amis, j'ai discrètement rassemblé tous mes documents importants. Mon acte de naissance, mon passeport, mes dossiers financiers, mes papiers d'assurance. Je les ai organisés dans un dossier et les ai mis dans ma voiture. Ensuite, j'ai parcouru la maison et fait un inventaire mental de ce que j'avais apporté dans le mariage par rapport à ce que nous avions acquis ensemble. Le dimanche soir, elle a essayé une approche différente. J'ai réfléchi à ce dont nous avons parlé, a-t-elle dit, s'asseyant à côté de moi sur le canapé pour la première fois depuis des jours. Quelle conversation? À propos de nous, à propos de l'intimité. J'ai mis la télévision en sourdine et me suis tourné vers elle. Et peut-être que nous devrions essayer d'y travailler ensemble. Aller en thérapie de couple ou quelque chose comme ça. Thérapie pourquoi? Pour nos problèmes. J'ai failli rire. Notre communication me semble assez claire. Tu m'as dit exactement ce que tu penses de notre relation. Je t'ai entendu haut et fort. Tu déformes ce que j'ai dit. Vraiment? Parce que ce que j'ai entendu, c'est que ton ex-petite amie était meilleure pour te faire sentir apprécié que ton mari. Ai-je mal compris quelque chose? Elle est restée silencieuse un moment. Ce n'est pas comme ça que je le pensais. Comment le pensais-tu? Je voulais dire que peut-être tu pourrais apprendre de la façon dont d'autres hommes abordent les relations. D'autres hommes, comme ton ex, des hommes qui comprennent que l'appréciation ne se résume pas à l'attention physique. J'ai hoché la tête lentement. Donc, c'est toujours une question de moi qui ne suis pas à la hauteur de tes standards, qui sont apparemment basés sur un autre homme. Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis? Elle a cherché ses mots. Je dis que peut-être nous devons tous les deux faire plus d'efforts. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Je me suis levé et me suis dirigé vers les escaliers. Où vas-tu? Faire plus d'efforts. Juste pas de la manière que tu attends. Cette nuit-là, j'étais allongé dans le lit à côté d'elle, en train de planifier. Elle pensait que je boudais ou que je faisais une crise de colère. Elle pensait que je finirais par revenir, m'excuser d'être distant, et que les choses reviendraient à la normale. Elle pensait qu'elle pouvait faire une telle comparaison, puis arranger les choses avec des paroles vagues sur le fait de travailler ensemble. Elle avait tort. Le lundi matin, j'ai pris une journée de congé personnel. J'ai dit à mon patron que j'avais une affaire de famille à régler, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. Je m'occupais de l'affaire de ma famille qui s'effondrait. Pendant qu'elle était au travail, je suis allé voir un avocat spécialisé en droit de la famille, non pas pour déposer les papiers tout de suite, mais pour comprendre mes options, pour savoir dans quoi je m'engageais si les choses se passaient comme je le soupçonnais. L'avocat a été direct. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans. Des enfants? Non. Des biens communs? La maison est à nos deux noms. La plupart des autres actifs importants sont à moi. Il a hoché la tête. Cela simplifie les choses. Envisagez-vous une séparation ou un divorce? Je pense à ce que serait ma vie sans quelqu'un qui ne l'apprécie pas. D'accord. Voici ce que vous devez savoir. Au moment où je suis rentré ce soir-là, j'avais une image claire de ma situation juridique. J'avais aussi autre chose. Un calendrier. Pas pour partir exactement, mais pour être prêt à partir le moment venu, car j'avais le sentiment que ce moment approchait. Le vendredi matin est arrivé comme n'importe quel autre jour. Sauf que ce n'était pas le cas. Elle dormait encore quand mon réveil a sonné à 5h30. J'avais réglé le réveil plus tôt toute la semaine, prétendant vouloir aller à la salle de sport avant le travail. En réalité, j'utilisais ce temps supplémentaire pour finaliser mes préparatifs. Je me suis déplacé dans la maison comme je l'avais répété. 2 grands sacs de sport du placard, des vêtements essentiels pour 2 semaines, un ordinateur portable, un chargeur,
des articles de toilette. Le dossier avec mes documents était déjà dans ma voiture. Mes outils importants du garage, la montre que mon père m'avait donnée, la balle de baseball signée de quand j'avais 12 ans. Tout le reste pouvait attendre. Il ne s'agissait pas de prendre tout ce que je possédais. Il s'agissait de prendre tout ce dont j'avais besoin pour recommencer. Le plus difficile était de rester silencieux. Chaque pas semblait amplifié. Chaque fermeture éclair sonnait comme une tronçonneuse. Mais elle avait le sommeil profond, surtout le week-end. Et j'avais appris ses habitudes au cours de 6 années de mariage. Avant de partir, j'ai écrit un mot sur un bout de papier et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine où elle le verrait en descendant pour son café. Tu voulais te sentir apprécié. Maintenant tu peux découvrir ce que cela signifie vraiment. Simple, direct, sans drame, sans accusation, sans manipulation émotionnelle, juste un fait. J'ai conduit jusqu'à chez mon ami Chris, de l'autre côté de la ville. Il m'attendait depuis mercredi, quand je lui ai finalement raconté ce qui se passait. Chris avait vécu son propre divorce 2 ans plus tôt, il comprenait donc ma position mieux que la plupart. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé quand je suis arrivé avec mes sacs. Plus léger que je ne l'ai été depuis des mois. Bien. C'est comme ça que tu devrais te sentir. Je me suis installé dans sa chambre d'amis et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais qu'elle découvre mon absence naturellement, pas parce que je ne répondais pas à un texto ou à un appel. Je voulais qu'elle descende, voie le mot, réalise que certaines de mes affaires avaient disparu et comprenne que ce n'était pas un départ spectaculaire pour attirer l'attention. C'était une décision. Vers midi, j'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, 12 messages textes. La progression était intéressante à observer. Premier message envoyé à 8h47 ce matin-là. Où es-tu? Ton mot n'a aucun sens. Deuxième message, sérieusement, où es-tu allé? Ce n'est pas drôle. À 10h30 ce matin-là. Réponds au téléphone maintenant. Si tu penses que c'est une sorte de blague, tu te trompes. Les appels ont commencé à devenir plus fréquents après cela. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Le soir, j'avais 47 appels manqués et 23 messages. Le changement de ton était remarquable. Les messages de l'après-midi étaient en colère. Tu ne peux pas simplement partir sans en parler. C'est puéril et tu le sais. Le soir, ils étaient passés à la négociation. Je sais que tu es en colère mais nous pouvons surmonter ça. Reviens juste à la maison pour qu'on puisse parler. Les messages de fin de soirée étaient différents. J'ai peur. Où loges-tu? S'il te plaît, dis-moi juste que tu vas bien. Mais j'ai remarqué quelque chose qu'elle n'avait dit dans aucun de ses messages. Elle n'avait jamais dit qu'elle avait eu tort à propos de la comparaison. Jamais reconnu que ce qu'elle avait dit était blessant. Jamais présenté d'excuses pour avoir classé notre mariage par rapport à sa relation précédente. Chris m'a vu vérifier mon téléphone le samedi matin. Elle panique. Elle passe par les étapes. En ce moment, nous sommes quelque part entre la colère et la négociation. Vas-tu répondre? Pas encore. Elle doit comprendre que ce n'est pas une négociation. C'est une conséquence. Le samedi après-midi, elle a essayé une nouvelle stratégie. Elle est venue chez Chris. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle martelait la porte d'entrée. Chris a répondu et j'ai pu entendre sa voix même de l'étage. Je dois lui parler. Il ne veut pas te parler pour le moment. C'est mon mari et tu es la raison pour laquelle il est ici au lieu d'être à la maison. Elle est restée sur le porche pendant 20 minutes, alternant entre crier à la porte et appeler mon téléphone. Finalement, elle est partie, mais pas avant d'avoir crié assez fort pour que tout le quartier entende. C'est ridicule. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Le dimanche a été plus calme. Seulement quelques appels, moins de messages. Soit elle se ressaisissait, soit elle commençait à accepter que je ne reviendrais pas simplement parce qu'elle l'exigeait. Le lundi matin, elle a essayé d'aller à mon lieu de travail. J'avais anticipé cela et j'avais déjà parlé à la sécurité pour la tenir à l'écart si elle se présentait. Le chef de la sécurité m'a appelé vers 10h. Votre femme était ici et vous demandait. Nous lui avons dit que vous n'étiez pas disponible et lui avons demandé de partir. Elle ne l'a pas bien pris. Définissez ne l'a pas bien pris au point.
Elle a fait assez de bruit pour que nous devions l'escorter hors de la propriété. Rien de trop dramatique, mais elle était définitivement contrariée. L'humiliation d'être escortée hors de mon immeuble de bureau devant mes collègues a dû la frapper durement. Elle se souciait beaucoup des apparences, de ce que les gens pensaient de notre mariage. Se faire escorter par la sécurité ressemblerait à un aveu public que notre relation était en grande difficulté. Ce soir-là, les messages ont de nouveau changé. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait escorter hors de ton travail comme si j'étais une folle. Tout le monde demande ce qui ne va pas entre nous. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Cela affecte plus que nous deux. Ton comportement est embarrassant. Mon comportement. Même maintenant, elle faisait en sorte que ce soit à propos de ce que je faisais de mal, pas de ce qui nous avait menés à ce point. Le mardi soir, elle a essayé d'appeler depuis le téléphone de sa sœur, pensant probablement que je répondrais si je ne reconnaissais pas le numéro. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je sais que tu ignores mes appels, mais ça devient incontrôlable. J'ai parlé à ma sœur de ce qui s'est passé entre nous, et elle pense que tu réagis de manière excessive. Nous disons tous des choses que nous ne pensons pas quand nous sommes frustrés. J'ai dit que j'étais désolé. Sauf qu'elle n'avait pas dit qu'elle était désolée. Pas une seule fois dans aucun de ses messages. Elle avait expliqué, justifié, minimisé et blâmé. Mais elle ne s'était jamais vraiment excusée. Le mercredi matin, j'ai reçu un autre type de texto. Je suis allé voir un conseiller hier. Elle a dit que je devais assumer ma part de responsabilité dans tout ça. J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal, mais je ne peux pas le réparer si tu ne veux pas me parler. Pour la première fois depuis que j'étais parti, elle reconnaissait qu'elle avait peut-être fait quelque chose de mal. Pas encore d'excuses, mais au moins la reconnaissance que cela existait. Mais la reconnaissance n'était pas suffisante. Comprendre que vous avez blessé quelqu'un n'annule pas la blessure. Et cela ne change pas le problème fondamental. Elle avait comparé notre mariage à sa relation passée et l'avait trouvé insuffisant. Même si elle s'excusait maintenant, même si elle promettait de ne plus jamais faire cette comparaison, le mal était fait. Elle m'avait montré exactement comment elle voyait notre relation et je ne pouvais pas l'ignorer. Le jeudi, les messages étaient devenus désespérés. Ça fait une semaine. Tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, s'il te plaît, rentre à la maison. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je ne peux me concentrer sur rien. Tout ce que tu veux que je dise, je le dirai. Tout ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Mais c'était ça le problème. Je ne voulais pas qu'elle dise ou fasse quoi que ce soit parce que je l'exigeais. Je voulais qu'elle apprécie ce que nous avions sans avoir besoin qu'on le lui apprenne. Je voulais qu'elle apprécie notre mariage sans le comparer à autre chose. Et elle avait prouvé qu'elle ne pouvait pas le faire. Le vendredi matin, exactement une semaine après mon départ, j'ai reçu un appel de sa sœur. Le nom de sa sœur s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle perd la tête. Ce furent les premiers mots qui sortirent de sa bouche. Pas de bonjour, pas de politesse. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours. Elle se met en arrêt maladie. Elle reste assise dans votre maison à pleurer et à regarder ce mot que tu as laissé. Bonjour à toi aussi. Ne sois pas sarcastique avec moi. As-tu la moindre idée de ce que tu lui as fait? Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. De l'espace pour se sentir moins sollicitée. Ce n'est pas ce qu'elle voulait et tu le sais. Je me suis assis sur le canapé de Chris, le téléphone dans une main, le café dans l'autre. En fait, c'est exactement ce qu'elle a dit vouloir. Elle a dit que j'étais trop nécessiteux. Elle a dit que son ex ne l'avait jamais fait se sentir aussi peu apprécié que moi. Alors, je me suis retiré de l'équation. Elle ne le pensait pas comme ça. Comment le pensait-elle? Silence à l'autre bout du fil. Alors, elle était juste frustrée. Et quand les gens sont frustrés, ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Elle pense vraiment que son ex-petite amie était meilleure pour la faire se sentir appréciée que son mari. Alors maintenant, elle est libre d'apprécier ce souvenir sans mon interférence nécessiteuse. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. La sœur a essayé une approche différente. Écoute, elle sait qu'elle a fait une erreur. Elle s'en veut toute la semaine. Oh, vraiment?
Parce que dans tous les messages qu'elle m'a envoyés, elle ne s'est jamais excusée une seule fois pour ce qu'elle a dit. Elle l'a expliqué, justifié, minimisé, mais elle n'a jamais dit « Je suis désolé d'avoir comparé notre mariage à ma relation précédente. » Elle a peur que tu ne lui pardonnes pas. Elle devrait avoir plus peur d'avoir pensé ce qu'elle a dit en premier lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne compare pas accidentellement son conjoint à un autre pour le trouver insuffisant. Ce n'est pas quelque chose qui échappe quand on est frustré. C'est quelque chose auquel on pense depuis un certain temps. La conversation s'est poursuivie pendant encore 10 minutes, sa sœur essayant tous les angles possibles. J'étais trop dur. Le mariage, c'était le pardon. Tout le monde fait des erreurs. Elle avait appris sa leçon. Mais la leçon qu'elle devait apprendre ne concernait pas la surveillance de ses paroles quand elle était frustrée. La leçon était d'apprécier ce que l'on a avant de le perdre. Et c'était une leçon qu'elle allait devoir apprendre à la dure. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi au cours de la semaine écoulée. La colère était partie. La douleur s'estompait. Ce qui restait, c'était la clarté, une compréhension limpide de ma place dans ses priorités et une résolution tout aussi limpide sur ce que j'allais faire à ce sujet. Le samedi, elle a essayé quelque chose de nouveau. Au lieu d'appeler ou d'envoyer des textos, elle est allée à tous les endroits où elle pensait que je pourrais être. La salle de sport où j'allais, le bar sportif où je regarde parfois des matchs, la librairie où je lui ai acheté son cadeau d'anniversaire l'année dernière. Le voisin de Chris l'a appelé vers 2 heures de l'après-midi. Il y a une femme assise dans une voiture devant ta maison. Elle est là depuis 3 heures. J'ai regardé par la fenêtre. Effectivement, sa voiture était garée de l'autre côté de la rue. Elle était juste assise là, à attendre, espérant probablement que je sortirais pour qu'elle puisse me tendre une embuscade avec une conversation. Combien de temps penses-tu qu'elle va rester? A demandé Chris. Jusqu'à ce qu'elle réalise que je ne sors pas. Elle est restée jusqu'à près de minuit, juste assise dans sa voiture, sortant de temps en temps pour faire le tour du pâté de maison, puis remontant pour attendre encore. La détermination était impressionnante, mais elle prouvait exactement ce que je soupçonnais. Elle pensait toujours que le but était de me faire parler. Elle pensait que si elle pouvait juste m'avoir dans une pièce, elle pourrait s'expliquer et se sortir de ce qu'elle avait dit. Le dimanche matin, j'ai reçu un texto d'elle. J'ai vu ta voiture chez Chris. Je sais que tu étais là. J'ai attendu toute la journée hier. J'attendrai toute la journée aujourd'hui s'il le faut. J'ai répondu par texto, ne le fais pas. C'était le premier mot que je lui avais envoyé depuis que j'avais laissé le mot sur le comptoir. En quelques secondes, mon téléphone a sonné. Dieu merci, tu as répondu. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas besoin. Si, nous devons. Tu ne peux pas jeter 6 ans de mariage pour une seule dispute. Ce n'était pas une dispute. Les disputes se font entre égaux. C'était toi qui me disais exactement ce que tu penses de notre relation. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. Tort à propos de quoi? À propos de ce que j'ai dit en te comparant à lui. Donc tu ne le pensais pas. Pause. Je le pensais sur le moment, mais j'étais en colère et juste. Arrête. Tu le pensais sur le moment. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Non, ils disent des choses qu'ils gardent habituellement pour eux. Tu as pensé à ton ex et à comment il te faisait sentir par rapport à moi. Tu as tenu un tableau de score et j'ai perdu. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi l'as-tu dit? Une autre pause, plus longue cette fois. Je ne sais pas. Tu le sais. Tu ne veux juste pas l'admettre. D'accord, peut-être que j'y ai pensé parfois, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Et voilà. La vérité. Elle avait tourné autour du pot pendant une semaine. Elle nous avait comparés régulièrement et j'étais arrivé en bas de son tableau de score mental. Merci d'être honnête. Alors tu rentres à la maison maintenant. Non. Pourquoi pas? Je t'ai dit la vérité. La vérité est exactement la raison pour laquelle je ne rentre pas à la maison. Tu m'aimes mais tu ne m'apprécies pas. Tu m'aimes mais tu penses que quelqu'un d'autre était meilleur pour te faire sentir valorisé. Tu m'aimes mais tu aimerais que je sois plus comme lui. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire.
C'était implicite dans tout ce que tu as dit. Elle a commencé à pleurer. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Je ne peux pas te perdre à cause de ça. Je ne peux pas nous perdre. Tu l'as déjà fait. Au moment où tu as décidé que notre mariage valait moins que tes souvenirs de quelqu'un d'autre. Mais je t'ai choisi. Je t'ai épousé. T'es-tu contenté de moi? Après avoir réalisé qu'il ne reviendrait pas, t'es-tu contenté de ce que tu pouvais avoir? Et pendant 6 ans, j'ai été reconnaissant d'être choisi. Mais j'ai fini d'être reconnaissant pour des miettes. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? Silence. Exactement. J'ai raccroché. En moins d'1 heure, j'avais 14 appels manqués d'elle et une série de messages textes qui passaient de la supplication à la colère, à la négociation et de nouveau à la supplication. Je peux changer. Je ne mentionnerai plus jamais son nom. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, n'abandonne pas. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Les excuses que j'attendais sont finalement arrivées. Enfoui dans un message texte désespéré, mais c'était trop peu, trop tard. Des excuses n'annulent pas la révélation que votre conjoint vous compare mentalement à son ex depuis des années. Des excuses n'effacent pas le savoir que vous avez été jugé insuffisant dans cette comparaison. Ce soir-là, Chris m'a trouvé assis sur sa terrasse arrière avec une bière, fixant le vide. Dure journée. Elle a finalement admis qu'elle me comparait à son ex. Elle a dit qu'elle y pense parfois. Aïe. Mais au moins maintenant je sais que je n'imaginais pas les choses. Toutes ces fois où elle semblait distante. Toutes ces fois où elle agissait comme si mon affection était une nuisance plutôt que quelque chose de bienvenu. Elle me mesurait par rapport à un souvenir idéalisé d'un autre homme. Et maintenant? Maintenant, j'arrête de lui faire perdre notre temps à tous les deux en prétendant que ce mariage est quelque chose qu'il n'est pas. Le lundi matin, j'ai rappelé l'avocat et pris rendez-vous pour l'après-midi. Il était temps d'arrêter de réagir et de commencer à agir. Il était temps de rendre cela officiel car j'avais enfin compris quelque chose d'important. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous apprécier. On ne peut pas convaincre quelqu'un de valoriser ce qu'il a déjà décidé ne pas être assez précieux. Et on ne peut pas rivaliser avec un fantôme qui n'existe que dans sa mémoire, parfait et intouchable. Mais on peut refuser de passer sa vie à essayer. Le mardi matin, sa sœur a appelé en criant, elle n'a pas mangé depuis 3 jours. Elle ne dort pas. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Non. Elle s'effondre. Je ne l'ai jamais vue comme ça. J'ai posé mon café. C'est ce qui arrive quand on réalise ce qu'on a perdu. Comment peux-tu être si sans cœur? Elle a fait une erreur. Une erreur? Elle me compare à son ex depuis des années. Ce qu'elle a dit n'était pas un lapsus. C'était la vérité qui éclatait enfin. Elle réalise qu'elle avait tort. Vraiment? Parce que quand je lui ai demandé, elle a admis qu'elle pense parfois à la comparaison. Ce n'est pas du regret. C'est se faire prendre. La voix de sa sœur s'est brisée. Le mariage, c'est le pardon. Il ne s'agit pas de pardon. On ne peut pas pardonner à quelqu'un ce qu'il ressent vraiment. Elle m'a montré exactement où je me situe par rapport à son ex. Et je refuse de passer ma vie à rivaliser avec un fantôme. Elle a besoin de toi. Elle a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Le mercredi soir, sa sœur et sa mère se sont présentées à la porte de Chris. Nous devons parler, a annoncé sa mère. Non, nous n'avons pas besoin. C'est ma fille, et elle se détruit à cause de ça. Elle a détruit notre mariage au moment où elle l'a comparé à sa relation précédente. Je ne fais que reconnaître ce qui s'est déjà produit. Sa sœur s'est avancée. Elle pleure depuis 2 semaines. Elle ne peut pas manger, ne peut pas dormir, ne peut pas fonctionner. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de me dire que son ex ne l'avait jamais fait se sentir si peu apprécié. Vous avez fait des vœux, a dit sa mère. Elle aussi. Il est difficile de chérir quelqu'un quand on souhaite qu'il soit quelqu'un d'autre. Elle t'a choisi. Elle s'est contentée de moi après que son premier choix n'ait pas fonctionné. J'ai été reconnaissant d'être choisi pendant 6 ans, mais j'ai fini d'être reconnaissant pour des miettes. Sa mère a tenté une dernière approche. Que faudrait-il pour arranger ça? Il faudrait qu'elle devienne une personne complètement différente.
Quelqu'un qui apprécie ce qu'elle a au lieu de regretter ce qu'elle n'a pas. Quelqu'un qui ne tient pas de tableau de score mentaux entre sa relation actuelle et ses relations passées. Les gens peuvent changer. Peut-elle changer le fait qu'elle a pensé à son ex et à la façon dont il la faisait se sentir par rapport à moi? Peut-elle changer le fait que lorsqu'elle était frustrée, son instinct était de comparer notre mariage à une autre relation? Peut-elle changer le fait que j'ai perdu une compétition dont je ne connaissais même pas l'existence? Aucune des deux n'a répondu. C'est ce que je pensais. Sa sœur a fait un dernier plaidoyer. Elle va continuer à s'effondrer jusqu'à ce que tu reviennes. Alors elle continuera à s'effondrer. Je ne reviendrai pas pour être le second choix de quelqu'un. Je ne reviendrai pas pour passer ma vie à essayer d'être à la hauteur d'un ex-petit ami. Le jeudi matin, j'ai signé les papiers pour entamer la procédure de divorce. Le vendredi après-midi, 2 semaines après mon départ, je l'ai finalement appelée. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Dieu merci. S'il te plaît, rentre à la maison. Je suis tellement désolé. J'ai été tellement idiote. Je sais que ce que j'ai dit était terrible, mais je t'aime. Je te choisis. Je veux arranger ça. Je l'ai laissé finir. Laissez tout sortir. Les excuses, les promesses, le désespoir. As-tu fini? S'il te plaît, rentre juste à la maison et nous pourrons traverser ça ensemble. Il n'y a rien à traverser. Tu m'as appris quelque chose d'important sur la façon dont tu vois vraiment notre mariage. Et je suis reconnaissant pour cette leçon. Quelle leçon? Que je n'ai jamais été assez bien comparé à ton ex. Que lorsque tu m'as épousé, tu t'es contenté de ce qui était disponible après que ton premier choix n'ait pas fonctionné. Que pendant 6 ans, j'ai rivalisé avec un souvenir et j'ai perdu. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et tu sais quoi? Merci d'avoir enfin été honnête à ce sujet. Ça m'a évité de perdre d'autres années à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'avais tort. J'étais en colère et stupide et j'ai dit quelque chose d'horrible que je ne pensais pas. Tu pensais chaque mot. Les gens ne comparent pas accidentellement leur conjoint à quelqu'un d'autre pour le trouver insuffisant. Cela vient d'années de réflexion. Je peux changer. Nous pouvons aller en thérapie. Tu ne peux pas changer ce que tu ressens fondamentalement pour moi. Tu peux apprendre à mieux le cacher, mais tu ne peux pas le changer. Et je refuse de passer ma vie à être le lot de consolation de quelqu'un. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de toi. Non, tu as besoin d'apprendre qu'on ne peut pas dire à son mari qu'il n'est pas à la hauteur de son ex et s'attendre ensuite à ce qu'il reste pour d'autres comparaisons. Mais je t'aime. Tu aimes avoir un mari. Tu aimes la sécurité et la compagnie. Mais tu ne m'aimes pas assez pour m'apprécier sans me comparer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de se marier avec quelqu'un tout en étant encore émotionnellement investi dans son passé. Ce qui n'est pas juste, c'est de me faire rivaliser avec un fantôme pendant 6 ans sans me dire qu'il y avait une compétition. Elle sanglotait maintenant. Je ne mentionnerai plus jamais son nom. Je ne penserai plus jamais à lui. Trop tard. Tu m'as déjà montré où je me situe. Tu as déjà révélé que lorsque notre mariage devient difficile, ton premier instinct est de le comparer à une autre relation et de le trouver insuffisant. Alors c'est tout. Tu abandonnes. Je n'abandonne pas. J'accepte la réalité. La réalité, c'est que tu n'apprécies pas ce que tu as jusqu'à ce que tu le perdes. La réalité, c'est que je mérite quelqu'un qui me choisit en premier, pas quelqu'un qui se contente de moi après que son premier choix n'ait pas fonctionné. Je t'ai choisi. Tu as choisi ce qui était disponible. Il y a une différence. Que puis-je faire? Dis-moi quoi faire et je le ferai. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux pas annuler 6 ans de comparaison mentale. Tu ne peux pas changer le fait que je sais maintenant exactement comment tu vois notre mariage. Et tu ne peux pas me faire oublier que lorsque tu étais frustré par moi, ta réponse a été de me rappeler qu'un autre homme le faisait mieux. S'il te plaît. J'ai déjà demandé le divorce. Tu recevras les papiers la semaine prochaine. C'est mon appel de courtoisie pour te dire que c'est fini. Tu ne peux pas jeter tout ce que nous avons construit. Je ne le jette pas. J'accepte enfin que ce que nous avons construit n'a jamais été ce que je pensais. Je pensais que nous avions construit un mariage entre 2 personnes qui se sont choisies.
Il s'avère que nous avons construit un mariage entre quelqu'un qui a choisi et quelqu'un qui s'est contenté. Je ne me suis jamais contenté. Si. Et maintenant, tu vas découvrir ce que c'est que de perdre ce dont tu t'es contenté. Je ne signerai pas les papiers. Tu n'es pas obligé. Après la période d'attente, ça passera quand même. Mais je te recommande de les signer. Facilite-nous la tâche à tous les deux. Ce n'est pas fini. Si. Tu voulais te sentir apprécié. Maintenant, tu peux passer le reste de ta vie à apprécier ce que tu avais après que ce soit parti. J'ai raccroché et bloqué son numéro. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait emménagé chez ses parents, qu'elle avait essayé de sortir avec quelqu'un mais n'arrivait pas à se connecter, qu'elle disait aux gens qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Mais les erreurs peuvent être pardonnées. Ce qu'elle avait fait n'était pas une erreur. C'était une révélation de ses vrais sentiments. Et j'étais reconnaissant qu'elle ait enfin été honnête à leur sujet. Je n'ai jamais regardé en arrière. Commentaire. Salut tout le monde, je voulais partager quelques réflexions honnêtes avec vous après avoir réfléchi à cette histoire. Une chose qui me frappe vraiment, c'est l'importance du respect de soi dans toute relation. Nous méritons tous de nous sentir véritablement valorisés et appréciés pour ce que nous sommes. Fixer des limites claires est en fait un acte de bonté envers soi-même. Parfois, la chose la plus responsable que nous puissions faire est de choisir notre propre paix. La guérison commence souvent au moment où nous cessons d'accepter moins que ce que nous méritons. Je crois que prendre en main notre bonheur est l'une des plus grandes formes d'amour de soi. Soyez doux avec vous-même, surtout lorsque les autres ne parviennent pas à vous montrer la gentillesse dont vous avez besoin. Votre valeur ne devrait jamais être sujette à comparaison ou à négociation. J'espère que cela vous rappelle de toujours protéger votre paix et de vous choisir avec confiance.